Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Ben justement, on va rester sur Emmanuel Macron qui était en déplacement récemment, qui n'était pas en déplacement récemment, pardon, qui il y a quelques temps, mais c'était la même ville en fait du déplacement, mais il y a quelques années. Et oui, c'était sa première campagne présidentielle. C'était le 26 avril 2017 à Arras. Il y avait un meeting de campagne. Et il expliquait effectivement que, évidemment, il y a des gens qui veulent la guerre. Mais qui voulait la guerre à l'époque ? Ah, ce n'était pas encore la Russie ou l'Ukraine. Non. C'était, écoutez bien, qui voulait la guerre et qui était en train de menacer les enfants de France, selon Emmanuel Macron. Écoutez. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés ? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle, de dire « nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire », mais allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Voilà, la même guerre, effectivement, c'est très bien de dire ça. Bravo Emmanuel Macron, les enfants qu'on va mettre en guerre, qui vont... Mais là, aujourd'hui, je comprends pas. Votre chef d'état-major, évidemment, sur vos instructions, le chef d'état-major des armées, a dit lui-même que, écoutez, il faut savoir que les enfants, écoutez, ils seront engagés dans cette guerre contre la Russie, qui aura lieu en 29 ou en 30. Et là, c'est plus le problème, c'est plus un problème d'aller détruire leurs voisins avec la chair des autres, c'est vous et vos enfants qui feront la guerre. C'est aujourd'hui, donc... Exactement 8 ans plus tard, vous nous dites, par le biais de vos commandants en chef, vous nous dites, oui, mais il faut préparer vos enfants. Y a-t-il pas, je pose la question, une certaine contradiction ? Je ne sais pas. Écoutez, c'est-à-dire vérité pour le FN, c'est faux pour la Russie. Peut-être qu'il serait bon que vous explicitiez votre pensée si complexe et si riche, Monsieur le Président de la République. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Eh bien, on parle de guerre, effectivement, des enfants à la guerre, mais parlons de l'attractivité de l'armée française. Comment se porte-t-elle, André ? Écoutez, on a entendu hier, encore une fois, avec le général Paul Pellizzani et avec Alain Houpert. Écoutez, on a des chiffres quand même qui sont très parlants. Alexandre. En 5 ans, les non-renouvellements de contrats dans l'armée, en 5 ans, ont bondi de 70%, tandis que les désertions explosent. Plus 65% en 2022 et plus 39% en 2023. C'est ce que dévoile un rapport publié le 19 mars 2025, donc il y a quelques mois, par le Sénat et l'Assemblée nationale. Selon ce document, écoutez bien, vraiment, asseyez-vous, prenez votre temps, écoutez bien. Ce document qui révèle une crise de fidélisation dans le sein des armées. 2920 contrats n'ont pas été renouvelés en 2023, contre 1680 en 2019. Tandis qu'en 2022, on dénombre 1485 départs illégaux, bien loin des niveaux habituels. En général, c'est autour de 900 cas. Voilà, départ précoce concentré dans les 12-18 premiers mois, causes identifiées, sortie Covid au moment de la crise, de la pandémie, plein emploi, atteinte non satisfaite, contrainte de mobilité, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit oui, l'armée est prête, enfin elle n'est pas tout à fait encore prête, mais elle le sera, donc on fait des bruits martiaux, le tambour bat, le clairon sonne, qui reste en arrière, personne, allons-y, flotte le petit drapeau. Attendez, mais qui y a derrière le petit drapeau ? Qui est prêt et à quel point est prêt ? Et quand des gens... des militaires, des hauts militaires, très au courant aussi, pas seulement les militaires de plateau, mais les autres qui connaissent bien ce qui se passe, disent « Attendez, on fait attention ». Et voilà, et il se passe quoi en Ukraine ? C'est quand même très intéressant aussi. Parallèlement en Ukraine, eh bien, c'est très simple, au moins 4, selon un article de l'agence Reuters, qui date d'août 2024, en Ukraine, au moins 90 000 hommes en âge de combattre se sont inscrits à des études supérieures durant les 6 premiers mois de 2024 pour échapper à la mobilisation.
Voilà, ils essayent d'inscrire report de mobilisation, etc. Et il faut que vous sachiez aussi que au 31 mai 2025, plus de 4,28 millions de personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine bénéficiaient d'un statut de protection temporaire dans l'Union européenne, dont près de 1,2 million en Allemagne. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, 100 000 jeunes ont quitté l'Ukraine pour l'Allemagne et on les a laissés partir. Donc c'est ça la situation, sans parler de ceux qui sont partis en Russie. Donc il y a ce problème-là. Il y a des gens, vous savez, ils n'ont pas envie de mourir pour rien. Et oui, ils n'ont pas envie de mourir. Ils veulent savoir pourquoi, que, quoi et comment. Pendant que des gens tranquillement installés, effectivement, derrière des micros, comme moi, mais eux, à la différence de moi et la différence de certains autres, ne font pas les 20 en guerre. Ne disent pas, allez-y, tenez bon. Tous ces gens qui veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien, jusqu'au dernier Russe, ou peut-être jusqu'au dernier Français, écoutez, je pense à une chanson merveilleuse de Boris Vian qui disait « S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. » Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors des fois, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans nos hôpitaux, mais quand c'est un journaliste de BFM qui est touché, alors là, il y a témoignage. Et oui. Et quand on est touché personnellement, évidemment, la perception de la réalité devient différente du narratif imposé ou pas imposé dans un certain nombre d'officines ou de médias. Voilà, écoutez bien ce que dit ce journaliste BFM TV. C'est vraiment ce que ça pourrait vous concerner. Ça pourrait nous concerner à tous. Écoutez. Vous avez dit, on la réunira pas. Ouais. Donc moi j'ai demandé pour quelle raison, enfin comment cette décision avait été prise et on m'a dit c'est une décision collégiale. Et ce terme collégial, il m'a été répété plusieurs fois et j'ai compris pourquoi. Il y a un texte de loi que je vais pas vous lire parce qu'il est très long, mais qui dit qu'en gros des médecins peuvent décider de manière collégiale. En l'occurrence, je me suis renseigné, c'était 2 personnes, dont un médecin qui n'avait jamais vu ma grand-mère, un réanimateur qui ne l'avait jamais vu. Donc en fait, un médecin et un autre, je ne sais pas dans quel cadre, eh bien ils peuvent décider d'interrompre les soins et d'interrompre même. On m'a même dit, on l'hydrate. Vous savez, votre grand-mère, on l'hydrate et on la nourrit. Je dis encore heureux. Enfin, je pensais que c'était un petit peu la logique dans un hôpital. Et on m'a dit, non, on pourrait aussi arrêter l'hydratation et la nutrition. C'est écrit sur le texte de loi ici. Et franchement, ça a été très choquant et ça nous a été dit, je finis là-dessus, par 3 médecins différents. De la même manière, et de la même manière extrêmement froide, sans aucune empathie, sans aucune explication. Alors vous avez écouté, c'est quand même assez hallucinant, on peut dire ça. Voilà, donc une grand-mère de 90 ans, donc c'était la grand-mère de ce journaliste. Vous imaginez, on lui a dit, comme ça il a vu 3 médecins, et on lui a dit, écoutez, franchement, en cas de problème, elle ne sera pas réanimée. Alors, on l'hydrate et on la nourrit, mais on pourrait l'arrêter. Et puis voilà, on ne va pas essayer, on ne va pas forcer. Oui, vous allez me dire, alors c'est très bien, 90 ans, elle a bien vécu, ça va. Mais c'est quand même intéressant, ça. Je crois que... Alors évidemment, on voit les articles Code de la santé publique. Alors les actes de prévention, d'investigation et de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Ça, effectivement, on comprend très bien. Lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté, la décision est prise sur une procédure collégiale. L'alimentation et l'hydratation artificielle constituent des traitements pouvant être arrêtés lorsqu'ils traduisent une obstination déraisonnable. Alors, c'est toujours le problème. Vous savez, c'est un problème, en fait, qui est au-delà de la médecine. C'est un problème métaphysique. C'est un problème je dirais presque de sentiment. Où on arrête, comment on arrête, c'est tout le problème de l'euthanasie, le problème des soins palliatifs, etc. C'est la grande discussion. Et voilà, un journaliste voit ça, ça lui arrive à lui, ça arrive à sa propre grand-mère. Et il se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il voit sa grand-mère et quand on lui dit, et c'est vrai que c'est un problème très, je dirais, très grave, ça nous concerne tous. Qui a envie, sa grand-mère qu'on aime, ou son grand-père, ou etc., ou quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, qu'on a toujours connu, et on lui dit, écoutez, là, vous savez,
on va arrêter là, parce qu'on ne peut plus, on va arrêter. Et c'est terrifiant, parce qu'on va consacrer une très grande émission, on en a fait déjà sur l'euthanasie et les soins palliatifs. C'est quelque chose qui doit absolument être parlé. On n'a pas, vous savez, qui a la réponse. La vérité, elle est complexe ici, elle est difficile, mais on va évidemment en parler. C'est un des très grands sujets, évidemment. Vous savez, donner la vie, donner la mort, choisir sa vie, choisir sa mort, c'est immense. Et puis, il faudrait peut-être qu'on y arrive.